Salut! On se retrouve dans une vidéo qui sera, je pense, pas si courante sur cette chaîne. Il s'agit d'un book haul, parce que j'ai reçu beaucoup de livres pour mon anniversaire, vraiment beaucoup de livres. Je remercie encore les personnes qui m'ont offert tous ces livres parce que c'est vraiment adorable et ça a l'air très chouette, donc j'avais envie de vous les présenter. Il n'y a pas d'ordre spécifique, j'ai juste une grosse pile de livres à côté de moi, je vais les prendre au fur et à mesure, ce sera un peu éclectique, mais je pense que ça peut être sympa de cette manière, donc voilà. C'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Gloire tardive d'Arthur Schnitzler, qui est un écrivain autrichien que je n'avais jamais lu. En plus, il y a 2-3 semaines, je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je découvre cet auteur. Gloire tardive, il me semble que c'est loin d'être son ouvrage le plus connu. Il a été publié de manière posthume, il a été retrouvé dans le fonds d'archives après la guerre. Arthur Schnitzler, c'est un écrivain de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, autrichien, je crois que je l'ai dit, donc c'est écrit en allemand. Je ne parle ni ne lis l'allemand, donc c'est dans une traduction française. En fait, je l'ai déjà lu, je l'ai lu hier, c'est assez court, ça fait, on va dire, 150 pages à peu près. Dans cette nouvelle, il me semble que Arthur Schnitzler considérait que c'était une nouvelle, on découvre un vieil homme fonctionnaire qui a presque 70 ans, dont l'existence va changer lorsqu'un jeune homme vient lui rendre visite et le remercier et lui montrer toute son admiration pour un recueil de poésie que ce vieil homme a écrit dans sa jeunesse. Donc c'est la gloire tardive du poète, tout ce qui s'ensuit, on va suivre les quelques péripéties qu'il va vivre avec le groupe de jeunes poètes. Je n'en dis pas plus, mais ça m'a plutôt plu. Ensuite, on m'a offert La femme gelée d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, je n'ai lu que Passion simple, que j'avais absolument adoré. Je l'ai lu l'année dernière, il me semble. Et j'ai vu récemment au théâtre L'événement, donc inspiré de l'ouvrage dans lequel elle raconte son avortement. La femme gelée, il me semble, enfin c'était un des ouvrages d'Annie Ernaux qui m'attirait le plus, donc je suis vraiment contente qu'on me l'ait offert. Il me semble que ça parle des désillusions du couple, de la domination masculine, du patriarcat, du désir féminin. En tout cas, c'est ce que j'en déduis d'après le titre, qui me semble très joliment d'ailleurs incarner tous ces aspects-là. J'ai très hâte de découvrir cet ouvrage, je pense que c'est ma prochaine lecture, je risque de commencer dans l'après-midi normalement. De la même personne, j'ai reçu Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck. Donc c'est très éclectique, entre Annie Ernaux et Maurice Maeterlinck, il y a tout un monde, mais ça me plaît beaucoup, les deux ouvrages me plaisent beaucoup. Maurice Maeterlinck, si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur belge francophone de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est un dramaturge du courant symboliste, dont les drames ont pour caractéristique d'être statiques, il ne se passe pas de choses incroyables, de grandes péripéties, d'aventures extraordinaires, il n'y a pas non plus de héros, il n'y a pas d'héroïsme, mais il y a tout de même un aspect sublime et très sombre. Moi j'ai lu Les Aveugles il y a quelques années qui m'avait beaucoup plu. Et Péléas et Mélisande, c'est à mon avis le texte de Maurice Maeterlinck qui est le plus connu parce qu'il a été l'objet de l'opéra de Debussy. Je crois que c'est surtout pour ça qu'il est si connu. Je ne l'ai jamais lu, c'est l'histoire d'un amour impossible. Si on y retrouve la même atmosphère que dans Les Aveugles, cette atmosphère sombre, dans la forêt, il me semble qu'il y a un truc avec la forêt chez Maeterlinck qui est assez intéressant. Franchement, je pense que je vais beaucoup apprécier. J'ai vraiment hâte de découvrir cette pièce, et si vous connaissez pas Maeterlinck et que les quelques mots que j'en ai dit vraiment très brièvement attirent votre curiosité, je vous invite à découvrir cet auteur parce qu'il a fait des choses très intéressantes. J'ai reçu un ouvrage de critique littéraire qui est en fait écrit par Paolo Tortonese, qui était mon directeur de recherche, mon directeur de mémoire en M1 en lettres. En fait, j'avais vu cet ouvrage à la librairie à côté de la Sorbonne et une amie qui travaille là-bas a remarqué qu'il me plaisait et me l'a offert. Du coup, j'étais très touchée. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de critique littéraire parce que j'en fais. Je suis moins amenée à en lire maintenant. Paolo Tortonese est spécialiste du 19e siècle. C'est pour ça que j'avais travaillé avec lui en master. Comme je vous l'avais dit, mon siècle de prédilection, c'est le 19e siècle. Dans cet ouvrage, qui s'intitule La photoroman, littérature et morale, j'aime beaucoup ce titre, il étudie la possibilité d'une critique morale des œuvres littéraires.
Il montre que, enfin, encore une fois, je l'ai pas lu, mais de ce que j'en ai compris, le projet est de montrer que les impressions morales, la morale en elle-même, a été disqualifiée comme manière de juger des qualités d'une œuvre littéraire. Pourtant, il constate que les lecteurs n'arrivent pas vraiment à faire abstraction de la morale quand ils jugent une œuvre, enfin de leur morale personnelle, quand ils jugent une œuvre, que ces enjeux-là sont encore présents, et il mentionne un tournant éthique de la critique littéraire, qui en fait est déjà présent chez Aristote. Donc il va étudier ce pan-là de la critique littéraire, et essayer de voir dans quelle mesure la morale a quelque chose à voir avec la littérature. Je trouve que la question du rapport entre la littérature et la morale de manière générale est très intéressante. C'est quand même un aspect fondamental si on y réfléchit, et je pense que c'est aussi de ce constat qu'il est parti, de notre rapport à la littérature, et il me semble que souvent on a quand même cet argument de dire que lire c'est bien parce que ça nous ouvre à d'autres vies, à d'autres mondes, ça ouvre les perspectives, et donc en quelque sorte ça permet de se mettre plus facilement à la place des autres, de vivre d'autres vies, donc se mettre à la place d'autres personnes, et qui pourrait en fait, en ce sens-là, par exemple, mais c'est qu'une seule option, avoir un aspect moral de la littérature. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant à creuser, qu'il ne faut pas avoir peur du mot de morale, et que peut-être qu'il s'agit plus d'une éthique, mais dans tous les cas, ça m'intéresse beaucoup, cette réflexion sur la littérature, la morale, le rapport du lecteur au roman à travers les siècles, et au prisme de ses enjeux. Ensuite, j'ai trouvé à la librairie ce roman. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Mario Vargas Llosa. C'est un auteur péruvien, contemporain, qui a reçu le prix Nobel, lui aussi, en 2010, presque un siècle après Maeterlinck. On fait le tour de tout. Qui est un auteur très intéressant que j'ai découvert il y a quelques années avec La ville et les chiens, qui était son premier roman qu'il a écrit à l'âge de 23 ans, et juste me dire ça, je ne m'en suis toujours pas remise en fait. C'est un roman d'une telle qualité, j'ai rarement éprouvé autant de choses en lisant un livre. C'était un roman très 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 violent. Je pourrais vous en faire une vidéo si vous voulez, une courte vidéo sur ce roman, qui m'a vraiment bouleversée à l'époque et une de mes expériences de lecture les plus marquantes. Et j'ai toujours voulu lire après La ville et les chiens, La maison verte. Alors je sais pas si je savais que c'était le roman qu'il a écrit juste après La ville et les chiens, mais dans ma tête, si je lisais un autre roman de Mario Vargas Llosa, ce que je comptais faire, il fallait que ce soit celui-là. Or, je ne l'ai jamais trouvé. Je l'ai pas cherché à tout prix, mais disons que quand je passais dans une librairie et que je regardais rapidement les livres, que je voyais Mario Vargas Llosa, je fouillais un peu et il y avait jamais La maison verte, qui est donc le roman qu'il a écrit après La ville et les chiens en 1965. Donc on est en plein dans le boom latino-américain, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on qualifie la littérature d'Amérique latine des années 60, qui sont marquées par une déconstruction du récit, un jeu avec les différentes personnes, un jeu avec le narrateur dont on ne sait pas réellement qui parle, un jeu avec le cadre spatio-temporel qui se déforme, enfin tout un tas de choses que j'adore. Donc La maison verte, je m'éparpille, mais en fait c'est pour montrer l'enjeu pour moi de lire ce livre, c'est que j'ai tellement aimé La ville et les chiens et ça m'a tellement impressionnée que je suis un peu stressée de relire Mario Vargas Llosa, pour être honnête. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé ce livre, de l'avoir trouvé vraiment dans cette collection de l'imaginaire de Gallimard qui est vraiment trop belle. À part l'intérieur, c'est un peu corsé quand même. Franchement, je suis pas très portée sur les mises en page, mais c'est intense à lire, je pense. Donc bref, littérature d'Amérique latine des années 60, Mario Vargas Llosa, je vous invite à le découvrir. Moi, j'ai hâte de lire ce livre, même si, comme je le disais, j'ai un peu peur de ne pas aimer autant, mais c'est un roman, encore une fois, polyphonique, symphonique, avec une multitude de personnages, une multitude d'enjeux, une importance, je pense, du paysage. J'ai reçu 2 ouvrages d'autrices dont je n'ai jamais entendu parler. Je vais commencer par Les dernières volontés de Heather Macpherson, de Sylvie Wojcik. Désolée, je sais pas du tout comment prononcer ce nom. Peut-être qu'elle est d'origine polonaise, en tout cas, il me semble qu'elle est française. Je vais vous lire le résumé, parce que je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Aloïs, libraire à Paris, reçoit une lettre d'un notaire d'Inverness lui annonçant que Heather Macpherson lui lègue sa maison. Qui est cette femme? Et surtout, pourquoi a-t-elle fait de lui son héritier universel? Se rendant en Écosse pour tenter d'élucider ce mystère, il ressent immédiatement l'impression d'avoir trouvé sa place. Là-bas, dans ces paysages d'eau, de pierre et de lumière, il renouera peu à peu le fil brisé de son histoire familiale. Il sera question de hasard, d'audace et de renoncement,
de choix, de promesses tenues ou non, de silence et de secrets. Voilà, ça a l'air d'être intéressant, c'est publié aux éditions Arléa. Et j'ai reçu également Plus grand que le monde de Meredith Hall. Donc le livre précédent était sorti en 2023, celui-là est sorti en février 2024, donc il vient de sortir, et c'est le premier roman de ce que j'ai lu de Meredith Hall, qui a publié, je crois qu'il est surtout connu pour avoir publié ses mémoires. Donc cette fois on est sur une autrice américaine, donc c'est traduit de l'anglais. On suit de ce que j'ai lu dans le résumé, alors sachant que j'ai aussi fait l'effort de lire les résumés pour cette vidéo, mais généralement j'aime bien me plonger dans des livres sans savoir de quoi ils parlent, surtout quand en fait c'est pas moi qui les ai choisis, qu'on me les a offerts, je connais encore moins l'histoire. C'est comme ça que j'ai lu le livre d'Arthur Schnitzler, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Là j'ai lu le résumé et il me semble qu'on va suivre une famille américaine pendant 20 ans. Donc on va voir les parents, leur histoire d'amour, les enfants. Et il me semble qu'on va traiter de la reconstruction de la famille, peut-être un peu comme dans le livre précédent, après un deuil. Il y a une histoire de famille endeuillée, de tentative de réparer les choses brisées, avec, il est souligné, quelque chose de lumineux. Ce qui m'intéresse beaucoup, à première vue dans ce roman, c'est qu'on va parler d'amour, et de toutes les formes d'amour, donc filial, maternel, fraternel, amoureux, et qu'apparemment on nous apporte une lumière assez neuve sur ce sur ces sentiments amoureux, ces formes d'amour, à travers cette histoire familiale qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que le titre est très beau, Plus grand que le monde, et que l'ouvrage aussi est très joli. Enfin, l'illustration m'inspire beaucoup. J'ai reçu Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu cette autrice, qui est donc une autrice d'origine nigériane, enfin qui est nigériane. Moi j'avais entendu parler d'elle parce que c'est une militante féministe et antiraciste. C'était marrant parce qu'en fait j'avais dans ma liste, j'ai une espèce de liste. En fait je crois que j'ai plusieurs listes de livres où je note un peu des trucs, enfin des titres, mais honnêtement, juste c'est hyper rare que je prenne cette liste et que je me dise ah il faut que j'achète celui-là. Mais en fait on m'avait parlé de l'Hibiscus pourpre, qui est un autre de ses romans qu'elle a écrit avant Americana. Donc l'Hibiscus pourpre était dans ma liste. J'en avais entendu de bons retours. Ça veut dire généralement que j'ai entendu de bonnes choses sur ces romans, qu'on me l'a conseillé. J'ai reçu Americana, je suis très très contente. Déjà je trouve que la couverture est super belle. Je me réjouis vraiment de découvrir cette autrice. Et en ce qui concerne l'intrigue à proprement parler, il me semble qu'on suit une femme et une histoire d'amour avec des problèmes que pose le fait d'être une personne racisée aux États-Unis, la différence entre le Nigeria et les États-Unis, notamment vis-à-vis de cette couleur de peau, et je pense que ça a des implications sur les relations amoureuses des personnages, mais je n'en sais pas plus. Et encore une fois, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. Enfin, je sens que c'est un grand livre. Pas que gros. Non, mais je pense que ça va beaucoup me plaire et j'aimerais m'y plonger prochainement, vraiment. Ensuite, j'ai reçu, et vraiment ça m'a fait trop plaisir, l'abécédaire de l'auto-édition féministe, publié par les éditions Trouble. C'est un ouvrage créé par Apolline et Clémentine Labrosse, qui sont les fondatrices, il me semble, du magazine Censored. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un chouette magazine qui s'intéresse au féminisme, au pluriel et aux cultures émergentes. Elles font vraiment des choses très sympas. Il me semble que les éditions Trouble ont été créées pour éditer ce magazine, mais je dis peut-être une bêtise. En tout cas, je vous invite à vous renseigner dessus. Je sais qu'elles sont très présentes sur Instagram. On m'a offert ce petit abécédaire parce que j'avoue tout. Oui, devant vous, aujourd'hui, je vous dis ce que je fais dans la vie. Je suis dans l'édition. Voilà. Donc ça m'intéresse au premier lieu parce que c'est mon métier. Et que l'édition féministe m'intéresse énormément. Déjà simplement par le projet d'éditer des femmes, qui m'intéresse beaucoup, de rééditer des femmes en particulier. Alors c'est un abécédaire de l'auto-édition féministe, mais comme elles le disent, ça déborde le cadre de l'auto-édition pour envisager l'édition de manière générale, le fait d'éditer avec un engagement féministe, comme militante féministe, ou simplement d'éditer des textes de femmes, de rééditer des textes de femmes. C'est un ouvrage qui me plaît beaucoup, même à l'intérieur, comment c'est fait, je trouve que on a des citations, le graphisme aussi, je le trouve très chouette. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger, je sais pas exactement ce que je vais trouver dedans, mais je suis sûre que ça va être enrichissant. Je sais pas, voilà, si on reprend toute la chaîne éditoriale, en la repensant d'un point de vue féministe, de comment on peut s'engager de cette manière-là. Mais dans tous les cas,
je trouve ça génial et c'est un très beau livre. On m'a offert L'amour de François Bégodeau. Bon, je pense qu'on commence à comprendre que je m'intéresse à l'amour. J'ai pas envie d'être trop répétitive, mais je suis trop contente d'avoir reçu ce livre. J'ai jamais lu François Bégodeau. Et dans ce court roman, alors au début je savais pas si c'était un roman ou pas, mais il me semble que c'est un court roman dans lequel on le suit, une histoire d'amour. Et dans ce livre, François Bégodeau a voulu s'intéresser, il le dit, à la manière dont l'amour est vécu par la plupart des gens au quotidien, ce qui est exactement ce qui m'intéresse moi aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon mémoire, c'est m'intéresser à l'amour tel qu'il était vécu, pas comme une entité complètement détachée de nos vies à nous. Pour moi, c'est ce qu'il importait de faire et de discuter, cet amour qu'on vivait tous et toutes, ou qu'on ne vivait pas, mais enfin voilà, qui était présent dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que j'ai vraiment... En fait, je vais peut-être le lire juste après. Ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air de me parler. J'ai hâte de savoir en fait ce qu'il va dire de cet amour vécu. Et voilà. J'ai reçu un livre que j'ai déjà lu, mais que je suis extrêmement contente d'avoir reçu parce que je ne l'avais pas. J'emprunte beaucoup de livres à la bibliothèque, on échange beaucoup de livres avec mes amis, et donc j'ai jamais eu cet exemplaire en ma possession, non pas que ce soit ce qui importe le plus, mais j'avais envie de le relire, donc c'est vrai que c'est l'occasion. Il s'agit des Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui sont donc le premier tome des Mémoires de Simone de Beauvoir, dont j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. Publié en 1958, c'est un chef-d'œuvre. Ce livre, je l'ai lu il y a quelques années. C'est un de mes livres préférés, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le relire. Dans ce tome-là, Simone de Beauvoir parle plutôt de son enfance, de son adolescence, jusqu'à sa rencontre avec Sartre. Quand elle avait une vingtaine d'années, ça va peut-être même un petit peu plus loin que ça. C'est vraiment cette partie-là de sa vie. En fait, évidemment, chaque tome de ses mémoires s'intéresse à une tranche de vie. Mais ça, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très intelligent. Moi, ce qui me fascine toujours avec Simone de Beauvoir, c'est l'intelligence de cette femme, la capacité à revenir sur son propre passé et en tirer ce qu'elle en tire. Je trouve ça vraiment d'un travail sur soi incroyable, enfin d'une clairvoyance, voilà, d'une lucidité. Exactement le mot que je cherchais, d'une lucidité incroyable que j'aimerais franchement posséder un jour, quoi. Être capable comme ça de voir aussi clair en soi et en ce qu'on a été. Voilà, mais dans ce tome-là, c'est aussi quelque chose de très émouvant, de retour sur son passé, sur ses amitiés, et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment très fort de lire Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. J'aimerais bien proposer une vidéo sur le cycle autobiographique de Simone de Beauvoir, donc une fois que j'aurai lu tous les tomes, il me semble qu'il y en a 5. Dites-moi si ça vous intéresserait. Voilà. J'ai reçu Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. En fait, il faut savoir que depuis quelques années, chaque été, je lis un roman de Victor Hugo, parce qu'il a écrit des gros romans et que l'été, c'est le bon moment pour les lire. Non, plus sérieusement, j'avais lu Les Misérables il y a 4 ans, je crois, maintenant, et je m'étais dit qu'en fait, j'allais juste lire un Victor Hugo par an. J'en suis aux Travailleurs de la mer, qui est le dernier. Alors, c'est pas du tout le dernier qu'il a écrit, je les ai pas lus dans l'ordre chronologique. Mais il l'a publié en 1866, donc c'est juste après Les Misérables, il me semble. On est quand même avant 93 et L'Homme qui rit, que j'ai lu cette année. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Encore une fois, pas trop de résumé, c'est pas ça qui m'importe ici. J'ai hâte de replonger dans Victor Hugo, c'est vraiment un auteur dont j'aime beaucoup la prose. Je connais très très mal la poésie de Victor Hugo, je connais bien son théâtre, mais plus que ça. Les romans, j'en ai lu beaucoup. Je pourrais vous faire une vidéo aussi dessus si vous voulez, sans aucun souci. Je peux vous classer les romans de Victor Hugo. En fait, il me restera après, à vrai dire, les romans de jeunesse. Il a écrit 2 romans quand il était jeune. Je sais pas encore si je vais les lire, pour être honnête. Là, ce qui m'importait, c'était vraiment de lire les gros romans que sont Les Travailleurs de la mer, L'Homme qui rit, 93, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, tout ça. Mais on verra. Si ça, c'est une bonne lecture, pourquoi pas. J'ai reçu ce beau livre. Ce très très beau livre. Je suis vraiment émue d'avoir reçu ce livre, mais c'est aussi parce que j'emmerde tout le monde avec Michel Pastoureau. J'ai un problème. J'ai un problème avec ce mec. Michel Pastoureau, c'est un... Je vais pas garder le livre dans ma main parce qu'il est un peu lourd. Michel Pastoureau, c'est un historien qui s'intéresse aux couleurs et aux animaux. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il a écrit en fait des livres sur... Il y a mon voisin à poil en face.
Il a écrit en fait un livre qui s'appelle Blanc. Enfin, Blanc, c'est le dernier qui est sorti. Il y a Rouge, Bleu, Jaune, Noir. Voilà. Sur les animaux, il a écrit sur la baleine, le loup, le cochon, l'ours. En fait, il s'intéresse à l'histoire culturelle. Et encore une fois, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur Michel Pastoureau. En fait, je pense que dans tous les cas, je vais la faire. C'est vraiment passionnant. En fait, c'est l'histoire culturelle, et donc plus précisément, il s'intéresse aux couleurs et aux animaux, mais il a d'autres champs d'études. Il était professeur à l'école des hautes études. J'arrive jamais à retenir le nom de cette école. Enfin, l'EHESS. Il fait de l'histoire culturelle, principalement l'histoire en Occident, ce qui est déjà un gros morceau parce que dans ses livres, il va quand même de l'Antiquité, voire de la préhistoire, mais souvent il n'y a pas assez de données pour la préhistoire, jusqu'à nos jours. Et il est vrai qu'il s'attarde plus sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. À l'origine, il est médiéviste, il est spécialiste du Moyen-Âge, donc c'est surtout sur cette période qu'il s'attarde beaucoup. C'est pas ma période historique préférée, mais c'est aussi celle que je ne connais pas si bien, donc ça m'intéresse toujours de découvrir ces choses-là. En plus, souvent, il y a des trucs assez marrants, et c'est toujours très intéressant. Donc voilà, moi j'ai déjà lu Le Loup, La Baleine, et je suis en train de lire Blanc, et maintenant j'ai le Noir, et je suis vraiment mais choquée d'avoir reçu ce livre, quoi, parce qu'il est vraiment magnifique. Attendez, je vous montre. Donc c'est ce qu'on appelle un beau livre, hein. Donc, des images, tout ça. Et ouais, c'est toujours pour moi, c'est toujours je sais pas comment je me tenais, mais... Voilà, donc je vous embête pas plus avec Michel Pastoureau, mais ça fait partie des ouvrages non fictionnels que je lis de moi-même comme ça. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup d'autres, mais disons que j'ai été aiguillée sur cette piste à un moment donné de ma vie, donc j'y vais assez facilement. Mais si vous avez des recommandations, en fait, je vais te dire un truc très 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 large, mais recommandations en fait d'ouvrages qui sont pas de la fiction, qui sont aussi peut-être portés sur l'histoire culturelle, des choses qui enrichissent de ce point de vue-là. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Pour finir cette sélection d'une quinzaine de livres, j'ai reçu cette très très belle édition des Fleurs du Mal de Baudelaire, illustrée par Bernard Isler, donc c'est lourd, je tremble, mais c'est un très très beau livre. Les Fleurs du Mal, je suis pas quelqu'un d'original, c'est un de mes ouvrages préférés, c'est un des ouvrages qui m'a fait aimer la littérature, qui me l'a fait découvrir à l'adolescence. Attendez, je vous montre un petit peu des pages parce que c'est trop beau. Comme je disais, Les Fleurs du Mal, c'est un de mes recueils préférés. Baudelaire, c'est une des personnes qui m'a fait aimer la littérature et la poésie. Donc, ça fait jamais de mal de relire Les Fleurs du Mal. Et dans cette belle édition, franchement, que demander de mieux. Voilà, j'espère avoir rien oublié. En tout cas, ça fait déjà pas mal de livres dans tous les cas. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, ça m'intéresserait beaucoup. Ce que vous en avez pensé, et s'il y a des livres parmi ceux-ci que vous auriez envie de lire. En tout cas, je vous ferai certainement des retours très prochainement, enfin plus ou moins prochainement en fonction des ouvrages, en fonction de leur épaisseur aussi. Mais voilà, j'étais ravie de partager ces livres avec vous. Pas forcément évident de parler de livres qu'on n'a pas lus, et c'est pas des livres que j'ai achetés moi-même de moi-même. Alors il y en a certains qui étaient sur ces fameuses listes qu'on a piochées, donc voilà, il y en a d'autres que je connais pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous dis à bientôt, et en attendant, faites de belles lectures. Salut!